Kabila a séjourné en Afrique du Sud, à Pretoria précisément. Le chef de l'État a pris part à la 8e session ordinaire de la commission mixte Afrique du Sud, République démocratique du Congo. La sécurité au service du développement, c'est le thème central de cette rencontre. Jacob Zuma et Joseph Kabila ont également saisi l'occasion pour étudier à fond la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC. Les deux chefs d'État s'engagent avec leurs gouvernements respectifs à contribuer aux efforts régionaux visant à aider le gouvernement de la RDC à relever les défis. L'avion présidentiel a atterri à la base militaire Waterkloof de Pretoria à 22h heure locale, 21h heure de Kinshasa, après un vol de 3h30. Un dispositif d'accueil et de sécurité important avait été déployé. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange est allé à Pretoria prendre part à la 8e session ordinaire de la commission bilatérale entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo. Commission qui est en fait suite et fin de la réunion qui avait été tenue le 21 juin 2011 lors de la 7e session à Lubumbashi. Elle a été coprésidée par les deux chefs d'État. La 8e session ordinaire a quant à elle démarré avec des plénières des experts de deux pays par différents rapports sectoriels répartis en 4 sous-commissions. Il s'agit des sous-commissions suivantes: politique et diplomatie, défense et sécurité, économie, finance et infrastructure, et puis affaires sociales et humanitaires. C'est l'explication qu'il convient de donner à la présence à Pretoria des 11 ministres congolais aux côtés des 10 de leurs collègues sud-africains. La rencontre au niveau ministériel a eu lieu le lundi 22 octobre 2012 avec le tête-à-tête des ministres de deux partis qui ont en charge la coopération et les affaires étrangères. La partie sud-africaine a été représentée par Madame Maïté Nkoana Mashabana et celle de la RDC par Remo Chibanda Tungamulongo. Les recommandations présentées aux ministres seront proposées au sommet des chefs d'État de la RDC et de la RSA. La signature des accords se fera en présence de Joseph Kabila de la RDC et Jacob Zuma de la RSA, suivi de la publication d'un communiqué final le mercredi 23 octobre. Il convient de souligner qu'en dehors des ministères, des entreprises publiques de la RDC sont également concernées par cette coopération et sont représentées par leurs experts. Et notez que juste après son séjour en Afrique du Sud, le chef de l'État a regagné le pays ce mardi par la province orientale, notamment par Kisangani. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du nouveau dans l'affaire Chebea, le gouvernement congolais vient d'apporter des éléments. Depuis les Katanga, la famille du major Paul Milambwe vient de douter de l'identité de la personne interviewée par le cinéaste Thierry Michel. Les précisions ont été données par les ministres des Médias et de la Communication, Lambert Mende, qui, au nom de son gouvernement, a également déploré l'admission du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au moment où des sanctions sont entendues par rapport à l'implication de ces pays dans la guerre dans l'Est. D'entrée de jeu, le porte-parole du gouvernement s'est félicité de la réussite du 14e sommet de la francophonie qui marque, selon lui, la vitalité politique de la RDC. Et en ce qui concerne le rapport final des experts des Nations Unies sur l'Est de la RDC, le gouvernement indique attendre des explications de la part des autorités ougandaises pour leur appui au M23. La RDC se dit également indignée de l'admission du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore l'admission du Rwanda en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2 ans, car cette décision constitue un très mauvais signal en ce qu'elle banalise l'horrible situation créée par le Rwanda en République démocratique du Congo, où il continue à perturber la paix et la sécurité. L'occupation par le Rwanda d'un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies n'exonère pas ce pays des obligations découlant de son appartenance à la communauté des nations. Parmi celles-ci, faut-il le rappeler, figure en bonne place l'obligation de ne pas agresser un État tiers.
Du nouveau dans l'affaire Chebea, depuis le Katanga, la famille du majeur en fuite Paul Milambwe vient de douter de l'identité de la personne interviewée et dont les révélations avaient défrayé la chronique. Depuis Lubumbashi où elle vit, la famille biologique de Paul Milambwe vient de jeter à son tour un pavé dans la mare en dénonçant ce qui lui apparaît comme une substitution de personne. Après avoir suivi l'interview de Milambwe sur RFI, ses grands-parents, son cousin, son oncle et plusieurs autres membres de sa famille ont approché la RTNC Katanga pour dénoncer sans embâche le subterfuge. La volubilité de celui qui se présente comme le major Paul Milambwe les avait surpris, car leur petit-fils, neveu, cousin, Paul Milambwe était incapable d'aligner deux mots sans s'empêtrer dans le halètement caractéristique des grands bègues. Et je cite l'un d'entre eux, ce monsieur qui parle à la radio n'est pas Paul. La voix, l'audition est encore moins les Français ont suscité beaucoup d'interrogations et des doutes sur l'authentification de notre fils. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agissait là que d'un lynchage médiatique lancé contre la RDC et son président de la République à partir des médias publics français. Autre chose à présent, ils sont à Kinshasa depuis lundi pour une mission d'affaires multisectorielle. La délégation d'hommes d'affaires hollandais vient de boucler sa tournée en République démocratique du Congo. Justement, au terme de cette tournée, ils ont tenu un point de presse ce mardi en la résidence de l'ambassadeur néerlandais à Kinshasa. Objectif, faire le bilan de leur séjour devant le média congolais. Après un séjour de 2 jours à Kinshasa, les investisseurs hollandais qui sont venus en République démocratique du Congo dans le cadre d'une mission multisectorielle ont bouclé ce mardi leur visite par ce face-à-face avec la presse congolaise. Le but de leur visite était de faire connaître les opportunités offertes par le gouvernement néerlandais, mais aussi de faciliter les échanges d'expériences afin de créer un partenariat éventuel entre les entreprises congolaises et les opérateurs économiques néerlandais. Nous avons dit l'investissement peut aussi résoudre la paix. L'investissement peut résoudre, créer d'emplois, créer l'ambition pour la vie, créer un pays dans lequel nous pouvons être sûrs que dans ce grand pays très important dans le continent africain, il y a des activités à faire. Cette visite a eu aussi un autre objectif, celui de s'acquérir du climat des affaires en RDC et voir dans quelle mesure conclure des investissements futurs dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture, l'ingénierie hydraulique, la construction, l'agroalimentaire et la logistique ayant manifesté leur intérêt à faire des affaires au Congo. Les décisions sont faites pour le secteur privé, qu'on se demande la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour incentiver l'arrivée de ces investisseurs, mais aussi de faire en sorte qu'ils respectent la loi d'emploi, qu'ils payent les impôts, ils se soumettent à les inspections de toute nature qui ont été faites. Après Kinshasa, la délégation néerlandaise effectuera également une mission économique en République du Congo entre le 24 et 25 octobre prochain. Ça n'arrive pas tous les jours. Les entreprises et institutions congolaises à l'école d'archivage, elles comptent devenir plus performantes et compétitives en la matière. C'est le but de la session de formation sur l'archivage électronique lancée ce mardi par l'entreprise Architect et Services en collaboration avec les archives nationales en l'intention des cadres et agents œuvrant dans les domaines formés, mais aussi outiller les entreprises face aux nouvelles techniques d'archivage numérique. C'est l'objectif de ces assises qui se tiennent jusqu'au samedi à l'église Notre-Dame de Fatima. Reportage. Ces cadres et personnels s'occupant de la conservation des données et d'archives des différentes entreprises, services et institutions de la République démocratique du Congo bénéficient d'une mise à niveau sur les nouvelles techniques numériques en matière d'archivage. Les organisateurs ont misé sur 4 jours pour que ces 50 agents soient édifiés en cette matière. Il était utile que Architect, pendant que nous organisons la numérisation et le classement physique des documents, que nous renforcions les capacités, parce que Architect, ça il faut bien le souligner, ne remplace pas le personnel gérant les documents et les archives au sein des organisations. Architect sous-traite ou aide les institutions à organiser leurs archives et les met à la disposition des services en
confiant les archives à ceux qui le gèrent au sein des organisations. Cette session de formation est assurée par des éminents professeurs, tant national qu'international, et différents experts du domaine d'archives. Et pour que ce personnel-là soit en mesure de s'adapter à la nouvelle technologie qu'offre Architect et aux normes de qualité et d'efficacité que propose Architect, il faudrait bien que ce personnel-là soit encadré, soit formé, que ce personnel soit informé sur les différentes informations, les différents mécanismes en rapport avec la gestion de la documentation et la gestion des archives. Au terme de cette première édition de formation sur l'archivage numérique, les participants bénéficieront des brevets professionnels au cours d'une cérémonie prévue le samedi 27 octobre, une façon de les encourager. L'actualité en province nous conduit au Kasaï oriental. À Mbujimaï, les difficultés en fourniture en énergie électrique persistent. La population vit une situation de coupure intempestive qui inquiète énormément. Parmi les conséquences directes liées à ces désagréments, la perturbation des activités socio-économiques. Pierre-Serge Toumba, notre correspondant sur place, nous en dit plus. La persistance des coupures de l'électricité depuis environ 2 mois a un impact négatif sur la situation socio-économique en Mbujimaï. Les activités dépendantes de l'énergie électrique sont les plus touchées: bureautique, cybercafé, boucherie, chaînes de télévision et stations de charge de téléphone et de batteries, boulangerie et même les ménages connectés au réseau Hydroforce ne sont pas épargnés. Nombreux sont les Mbujimaïens qui se plaignent du ralentissement de leurs activités économiques et du manque à gagner croissant que cela engendre. D'aucuns n'espèrent pas voir la situation s'améliorer aussitôt à cause de la vétusté de machines de la centrale hydroélectrique de Tchala, alimentant la ville de Mbujimaï en énergie électrique et dont l'installation remonte aux années 1930. Les promesses faites par la hiérarchie de l'entreprise Hydroforce à ce propos restent lettres mortes, ce qui accentue l'inquiétude de ses abonnés. Les échanges qui ont eu lieu entre le gouvernement provincial du Kasaï oriental et les délégués de l'Hydroforce à ce sujet n'ont encore abouti à rien jusque-là. Toutefois, tous souhaitent que des dispositions soient prises pour une solution rapide à ce problème. Pierre-Serge Toumba, Mbujimaï, Télé 50. Et dans l'autre Kasaï, au Kasaï occidental, à Tchikapa, un déclenchement des grèves de motocyclistes a démarré depuis lundi. Ils protestent contre les tracasseries policières dont ils sont victimes et pour lesquelles ils payent de fortes amendes. Une situation à laquelle la police, la circulation routière et les bureaux des transports ne s'accordent pas. Les motocyclistes de la ville de Tchikapa observent une grève depuis 6 heures de ce lundi. Cette grève est une expression de la tracasserie dont les taximens, communément appelés Wewa, sont victimes de la part des agents de la police de circulation routière de Tchikapa. Réunis le week-end pour décider de la grève, les motocyclistes ont rédigé une pétition dans laquelle ils dénoncent les actes de la tracasserie perpétrés par la PCR Tchikapa. Parmi ces actes, on signale la perception des taxes forfaitaires appelées libérées, perçues à chaque point de contrôle de la PCR et l'érection de barrières simultanées sur la voie publique. Toutes les tentatives de motocyclistes de trouver un terrain d'entente avec la police de circulation routière ont paru vaines et sans succès, car le commandant PCR a sciemment fermé sa porte à toute forme de dialogue à son abri. Donc, ce matin, les éléments de la police ont été dispatchés sur tous les coins pour mettre la main sur tout motocycliste gréviste qui se laisserait voir. Les commandants PCR Tchikapa notent que les taximens de Tchikapa soutiennent l'irrégularité. Cela est manifeste par leur pire intention de nuire à la loi réglementant la circulation sur la voie publique. Interrogé s'il a pris connaissance d'une éventuelle grève déclenchée par les motocyclistes, Oscar Massegna note qu'il ne cédera jamais à cette aventure de mauvais goût. Le secteur des transports, le chef du bureau urbain des transports et voies de communication, crie à une évasion fiscale entretenue par la PCR qui livre les faux documents antidatés